Dernièrement, j'ai parlé d'Émilie Splical, la podiatre, et j'ai retrouvé la vidéo qui me l'avait fait découvrir. C'est une présentation qu'elle a donnée en 2016 à la conférence des entraîneurs personnels. Et donc, comme je disais, l'inconvénient, c'est que c'est en anglais, mais j'en ai traduit des passages parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des connaissances intéressantes à savoir. Et donc, c'est une vidéo qui dure une cinquantaine de minutes. À la 10e minute, elle dit la stabilité est la fondation de la puissance. Et on a eu un exemple de ça hier. Le lanceur des Blue Jays, Trey Savage, s'est blessé. Et la raison qui a été donnée là, par le coach Schneider pour pourquoi il devait quitter le match, c'est il a dit il n'arrivait pas vraiment à se stabiliser parfaitement. Donc, on comprend quel était son problème. Émilie Splical la poursuit en disant ce qui veut dire que si vous voulez de la puissance, vous rechercherez à être stable. Si vous recherchez à avoir un pied stable, vous cherchez l'inversion. La diapositive qui suit nous montre qu'est-ce que l'inversion. C'est la photo droite. Et également l'éversion, la photo de gauche. Elle dit ensuite, montrez-moi un mouvement qui nous fait faire de l'éversion. L'exemple qui est donné, c'est quand on descend en position squat. Et montrez-moi un mouvement qui fait faire une inversion du pied, se tenir debout sur le bout des pieds. Elle dit, ça nous fait faire un mouvement de notre cheville qu'on appelle plantar-flexion. Donc, si on recherche de la puissance ou de la stabilité, on va chercher la plantar-flexion. Et ensuite, on va aller chercher notre inversion du pied. Ensuite, un peu passé 13 minutes, elle dit, vous avez seulement autant de puissance que l'énergie que vous avez chargée. Vous devez charger pour décharger. Donc, il faut être capable de contrôler la phase de décélération. À 14 minutes 15, elle dit, le seul point de contact entre notre corps et le sol, c'est le pied. Donc, on va être capable de puiser dans le sol. Elle dit, la façon que je vois le sol est que c'est notre source de puissance. Il faut être maître du sol, ce qui veut dire pas seulement contrôler l'impact du pied lors de la décélération, le retour au sol, mais aussi utiliser le sol pour pousser, pour s'élancer. Et pour être capable d'utiliser pleinement le sol pour pousser, il faut contrôler les mouvements du pied qu'elle expliquait avant ça, là, qui mènent à la supination. À 16 minutes 40, la photo droite, elle demande qu'est-ce que vous pensez de la capacité de puissance de la personne, de leur taux de supination. Elle dit cette position de pied favorise la vitesse, favorise les sports qui nécessitent de la vitesse. Ensuite, un peu avant la 19e minute, elle aborde l'articulation du gros orteil, le degré de flexion du gros orteil, qu'elle appelle dorsiflexion. Elle dit dans plusieurs mouvements dans le sport, on a besoin de 90 degrés de flexion parce que le plus que tu pousses à travers cette articulation, le plus de puissance que tu vas mobiliser. Passé la 24e minute, elle dit la force de nos muscles fessiers dépend du niveau auquel on effectue une supination ou une inversion du pied, autrement dit le taux de supination. À la 27e minute, elle fait une évaluation fonctionnelle du pied avec l'aide d'une personne dans l'assistance. On voit 3 photos, les 3 étapes de l'évaluation de l'articulation du gros orteil. Ça permet de voir d'une autre façon visuellement qu'est-ce que l'inversion et l'éversion. À 43 minutes 30 secondes, c'est un moment que je trouve super intéressant. On voit le mouvement, la rotation externe qui doit se passer pour qu'un pied affaissé passe à un pied neutre. Elle montre bien avec ses mains le mouvement de rotation qui est comme une spirale. À 45 minutes, elle présente l'exercice short foot, en français on pourrait dire pied court, et elle explique la raison pourquoi on fait cet exercice-là. Elle dit, si on a un pied instable, l'exercice clé qui va inverter ou stabiliser ou barrer le pied, c'est l'exercice du pied court. Donc elle dit, on a un pied en avant de l'autre, on trouve le tripode du pied,
autrement dit, là, les 3 points d'appui de la plante du pied qui assure l'équilibre, et ainsi de suite. Elle explique comment faire l'exercice. Ça peut être intéressant d'aller voir une autre de ses vidéos qu'elle a en ligne, là, où elle explique cet exercice-là. Parce que dans la conférence, ça va un peu rapidement, mais dans ses vidéos, des fois, elle peut expliquer plus clairement les étapes à suivre. Ensuite de ça, on a un deuxième exercice qu'elle fait faire avec une petite balle entre les talons. Elle dit, lorsqu'on pousse, qu'on s'élance, on veut penser à une poussée comme dans l'exercice pied court, pour que tous nos mouvements commencent avec un pied engagé, un pied déjà activé. Elle dit, les muscles abdominaux et les pieds sont connectés. Plus notre pied est stable, plus il est fort. Nos muscles fessiers sont seulement aussi forts que nos muscles abdominaux. Si vous commencez par activer vos muscles abdominaux avant de solliciter vos muscles fessiers, vous gagnerez en force. Elle ajoute, cependant, une chose est essentielle, nos pieds et nos muscles abdominaux sont faits pour communiquer entre eux. Chaque fois que vous êtes conscient de votre pied, êtes-vous conscient de comment celui-ci est relié à vos muscles abdominaux? Si on ne bâtit pas cette communication, on ne tire pas pleinement parti de la puissance de notre pied. C'est pas seulement en les renforçant de manière isolée qu'on aura des pieds solides. Et elle termine en nous disant de penser à s'entraîner nu-pied, parce que c'est comme ça qu'on mobilise tous les propriocepteurs. Donc voilà pour une traduction des points importants. C'est un peu comme une première lecture là, d'un texte complexe, mais je pense que vous allez apprécier sa conférence. Ensuite de ça, si je vous demandais, vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez senti un tremblement de terre? Donc, à Québec, dimanche dernier, il y a un tremblement de terre de magnitude 2,8 qui a été ressenti un petit peu à l'ouest de la ville. Ça s'est passé autour de 20h30. Et puis, l'épicentre du séisme se trouvait à 22,7 km dans le sol. Et j'ai regardé les principaux séismes depuis le 18e siècle. Et donc, un des premiers, c'est en 1755. On parle de 8,5 à 9 sur l'échelle de Richter. Ensuite de ça, en 1905, à Kangra, en Inde, 8,6. En 1906, à San Francisco, 8,25. En 1908, à Messine, en Italie, 7,5. En 1920, à Kansu, en Chine, 8,5. En 1923, à Tokyo, 8,2. En 1935, à Quetta, au Pakistan, 7,5. En 1935, à Concepción, au Chili, 8,3. En 1939, à Erzincan, en Turquie, 8. En 1960, au Chili, possiblement le séisme le plus important de l'histoire, 8,8. En 1962, à Kafzin, en Iran, 7. En 1968, à Khorasan, en Iran, 7,4. En 1970, à Ancash, au Pérou, 7,8. En 1976, on en a 4. Au Guatemala, 7,5. En Nouvelle-Guinée, 7,1. À Tangchan, en Chine, 7,8. Et en Turquie, 7,3. Ensuite, en 1967, à Vrancea, en Roumanie, 7,2. En 1978, à Tabar, en Iran, 7,7. En 1980, à El Asnam, à 7,2. Et 88, Arménie, 7. 90, Iran, 7,5. 90, Philippines, 7. Donc, et puis, ça peut être intéressant des fois d'essayer de comprendre le chiffre derrière ça. Donc, ici, j'ai l'échelle internationale d'intensité des tremblements de terre. Degré 1, on parle d'une secousse qui est seulement enregistrée par les sismographes, imperceptible à l'homme. Degré 2, c'est une secousse ressentie par quelques personnes seulement, et surtout aux étages supérieurs des maisons.
Degré 3, c'est une secousse ressentie par un certain nombre de personnes. La durée et la direction de la secousse sont considérables. Degré 4, ébranlement constaté par quelques personnes en plein air, par beaucoup à l'intérieur des maisons, la vaisselle vibre, les planchers et les plafonds craquent. Degré 5, ébranlement constaté par toute la population, les meubles et les lits se mettent à vibrer. Degré 6, réveil général des dormeurs, les arbres tremblent, les crépis de maison se fendillent, les plâtres tombent. Degré 7, tintement des cloches dans les églises. Fissures, chutes de cheminées, vides brisées, vagues sur certains cours d'eau. Degré 8, la plupart des cheminées s'effondrent. Fentes béantes dans les constructions, même en bon état. Les statues se brisent ou tombent. Chute de rochers. Degré 9, destruction partielle ou totale de quelques édifices. Donc ça, c'est dans les plus élevés là, qui ont été recensés. À savoir, là, sur Google, si vous faites une recherche pour tremblement de terre, il nous donne les tremblements de terre récents. Par exemple, là, depuis le 30 juillet, il y en a 11 de répertoriés avec des magnitudes qui vont de 5 à 6,3. Voilà. Et pour terminer, ça s'est passé également en fin de semaine. C'était l'Omnium britannique féminin. C'était le dernier tournoi majeur de la saison au Royal Lytham et St. Anne's. C'est le même terrain qui va accueillir l'Omnium britannique masculin en 2028. Et si récemment quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'il y a une golfeuse québécoise qui a déjà gagné un tournoi de la PGA, de la LPGA, pardon, j'aurais dit pas à ma connaissance. Sauf que la chaîne de Radio-Canada Archives a publié une vidéo dans les derniers jours. Et je sais maintenant que la réponse est oui. On parle de Jocelyne Bourassa, qui est née le 30 mai 1947 à Shawinigan et décédée à l'âge de 74 ans là, en 2021. Dans les faits marquants de sa carrière, en 72, elle perd le Southgate Ladies Open à Leawood, au Kansas, sur le 5e trou de prolongation contre Kathy Whitworth. Kathy Whitworth, elle a gagné 88 victoires dans sa carrière. C'est un record de la LPGA, dont 6 tournois majeurs. La bourse du tournoi, c'était 20 000 $, puis la gagnante elle remportait 3 000. En 72, cette année-là, elle est la recrue de l'année, Madame Bourassa. Puis en 73, elle se reprend le 17 juin, elle remporte l'Omnium du Canada lors de son année inaugurale. Cette fois-là, c'est sur le 3e trou de prolongation contre Sandra Haney, qui, elle, va atteindre 42 victoires LPGA, dont 4 majeures. Et également en prolongation, il y était 3. Judy Rendin, elle a eu 26 victoires LPGA dans sa carrière, donc des beaux exploits. Le meilleur résultat de Mme Bourassa lors d'un tournoi majeur, c'est une égalité en 6e place lors du championnat de la PGA féminin de 75. Ensuite, elle a été coach de l'université Arizona State de 79 à 80, les Sun Devils. Et l'entrevue que Radio-Canada Archives a publiée, c'est un reportage de 1981. Donc, à ce moment-là, elle a transitionné vers le coaching. On voit là, dans la vidéo qu'elle a beaucoup de choses à transmettre qui peuvent même être appliquées à la vie de tous les jours, comme on dit, pas seulement au sport. Les golfeurs, eux, à la suite du vidéo, on pourra se demander s'il existe de ces vidéos de cours de golf. Je l'espère. Mais en tout cas, ce qu'on retient, là, je pense, du vidéo, c'est que c'est une grande dame, puis elle a été un peu la pionnière du golf au Québec. Donc, à voir. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.